Nous sommes là, nous de la presse, pour cette émission Web Presse. J'ai le réel plaisir de recevoir des estimés confrères. Je reçois aujourd'hui pour le thème que nous allons débattre aujourd'hui, mesdames et messieurs, John Lungila de Couleur Télévision, Élisée Odia de Congo Web Télévision et Serge Nteka de Congo Web Télévision. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, si le temps le permet, en tout cas, nous allons parler de trois grands thèmes. La motion de censure à l'Assemblée nationale, la résolution 2098 et le bilan Mois de la femme. Je commence par Élisée Odia, Mois de la femme oblige, même si c'est terminé. Nous allons... que ça va jusqu'au 8. Jusqu'au 8. 8 avril. Ok. Le mois complet. Nous allons commencer par la motion de censure, mais je vais essayer de vous lire par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce une motion de censure ou de défiance? L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure et celle d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Le dépôt d'une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise par ses signataires au président de l'Assemblée d'un document intitulé « Motion de censure » ou « Motion de défiance ». La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart au moins des membres de l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. La motion de censure ou de défiance est adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent, au cours de la même session, en proposer une nouvelle portant sur le même objet. Article 209. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Voilà en quelques mots l'article 208 et 209 du règlement d'ordre intérieur par rapport à la motion de censure et de la motion de défiance. Élisée, nous savons maintenant la différence entre motion de censure et motion de défiance. Dernièrement, on a émis une motion de censure contre Matata Ponyo et ça a créé quand même des remous comme d'habitude. On a levé, on a repris. Alors pour vous, si on vous demande aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la motion de censure? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment valables contre cette motion de censure par rapport au Premier ministre Matata Ponyo? Une motion de censure, je crois qu'il faudrait peut-être voir ce qui est contenu dedans, selon les auteurs ou mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Le côté social n'est pas bon, donc on peut être en bref l'échec du gouvernement Matata Ponyo. En fait, par rapport ça dépend de la motivation des uns et des autres. Être justifié ou pas, ce qui est sûr, c'est que c'est une démarche qui est prévue. C'est pas pour rien que c'est inscrit, je crois que c'est la Constitution, c'est la loi, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qui est prévu, donc c'est une démarche normale. Que ça soit motivé ou pas, mais c'est prévu et c'est à la personne qui adresse cette motion-là d'avancer son argumentation, d'avancer le pourquoi il décide de faire en sorte qu'il y ait d'adresser cette motion de défiance ou cette motion de censure à l'endroit du Premier ministre. Cette fois-ci, c'est motion de censure par rapport au gouvernement. Au gouvernement Matata. Bon, vous savez, dans quelques semaines, je crois que ce gouvernement va totaliser une année. Une année, il faut qu'on se le dise quand même, on l'a peu entendu se justifier auprès du peuple par rapport à sa gestion, par rapport à sa gouvernance. Je crois que l'une des rares fois où on l'a demandé au Premier ministre de se justifier, c'est quand, au lendemain de la chute de la ville de Goma, de la prise de Goma par le M23, mais nous savons tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et puis il n'était pas là, puis il s'est excusé, il était malade, il était en repos, et puis, mais jusque-là, une année après, on n'a pas vu le Premier ministre donner certaines précisions, certains éclaircissements sur sa gestion. Alors, je ne dirais pas que oui, c'est important, mais je me dis qu'il est temps que le Premier ministre, une année après, qu'il puisse quand même nous rendre compte. C'est vrai qu'il y a eu des points de presse,
de manière assez régulière ou pendant ces 100 jours, 200 jours, il a eu à communiquer par la presse. Mais je crois que l'Assemblée nationale est là aussi pour essayer de veiller, de surveiller l'exécution de l'action gouvernementale. Et s'il faut passer, s'il faut qu'il y ait une motion de censure, alors il faut qu'on fasse. La motion de censure ne veut pas automatiquement dire que le gouvernement est parti et rejeté. Non, tu viens, tu as tes arguments par rapport à une question donnée, par rapport à des préoccupations bien précises, tu viens, tu soumets tes moyens de défense et sur base de ça que tu vas être jugé, soit d'être débarqué, soit que le gouvernement soit réputé démissionnaire, soit de continuer. Alors je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'agiter autour d'une démarche qui est prévue et qui, à mon avis, tout à fait légale et qui peut être applicable à tous. C'est une démarche prévue. John Lungila, chaque fois qu'il y a motion de censure, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a quelque chose de caché derrière, qu'on cherche toujours. La motion de censure, c'est comme une sorte de chantage. Est-ce vrai? C'est la même question que je pose à, moi, je suis d'accord avec Serge Nteka. Est-ce qu'il y a une sorte de chantage? Quand il y a motion de censure, il y a chantage. On réclame quelque chose donc, par rapport à Je suis totalement d'accord avec vous parce que c'est devenu une habitude avec nos élus, surtout quand Muzito était Premier ministre, on a vu chaque fois qu'il y avait une motion de censure, ou une motion d'interpellation ou une motion de défiance, il était question soit au lieu de respecter la démarche, on invitait l'auteur de la motion pour essayer de parler, discuter avec lui. On lui envoie des émissaires de la primature pour essayer de voir s'il y a moyen de retirer sa motion de défiance ou de censure. Mais dans le cas d'espèce, je crois que ceci répond aux missions, deux missions d'un élu. Et ces règlements d'ordre intérieur, c'est une Bible pour un député national. Ils l'ont adopté avant de commencer les travaux parlementaires. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si ça pose problème, la faute incombe au président de l'Assemblée nationale, parce que c'est lui qui a la responsabilité de décider ou d'influencer certaines actions au niveau de l'Assemblée nationale. S'il y a des agitations autour d'une motion de défiance et que ça va même au-delà de l'Assemblée nationale, la presse s'invite et l'opinion, je crois que cela met en cause sa responsabilité. C'est une mission d'un député, au-delà de la production législative, c'est-à-dire produire des lois. Un député doit contrôler l'action du gouvernement. Et si aujourd'hui, l'honorable Maï estime que Mme Tapono devait revenir devant la représentation nationale pour s'expliquer sur des questions liées, peut-être par rapport à la vie sociale ou selon ce que lui reproche à Mme Tapono, c'est un exercice facile qui est prévu par la loi et on ne pouvait pas assister à de tels scénarios, à de telles mises en scène pour dire qu'il y a des cache-cache derrière, où on voudrait avoir quelque chose, où on voudrait plus de la tête. Serge, je sais que c'est vrai qu'on a entendu parler, nous on est des journalistes, on fouine, on sait que les sénateurs gagnent par rapport aux émoluments plus que les députés nationaux, gagnent 13 000, les sénateurs gagnent 13 000 dollars et les députés nationaux 9 000 à peu près. 8 000 à 9 000. Alors eux, ils voudraient aussi qu'on élève leur émolument à 13 000. C'est ça la raison de cette motion de censure entre guillemets. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou vous pensez qu'il y a toujours quelque chose derrière les motions de censure? Bon, moi je pense toujours que il y a l'information qui est mise à la disposition du grand public et celle qui est gardée à l'interne, que ce soit au Parlement. La question délicate des émoluments et autres avantages liés à la prestation des élus a toujours fait l'objet de débats secrets à huis clos, et cela détermine à bien d'égards la démarche de nos honorables députés et sénateurs. Qu'on dise que ceci expliquerait cela, bon, je n'ai pas de preuves, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas parce que par le passé, on a vu comment les députés se sont comportés. Aujourd'hui, vous êtes sûr que les députés prendront certainement telle décision et le lendemain, c'est tout le contraire. Ce qui se passe entre le jour d'aujourd'hui et le lendemain matin, Dieu seul sait ce qui se passe, quoi. Il y a des pratiques je dirais, à mon avis,
honorifique de la part des élus du peuple qui se constate dans le chef de certains de nos élus. Mais qu'à cela ne tienne, pour revenir à notre question, je ne pense pas du côté de l'Assemblée nationale qui puisse être le cas, c'est-à-dire que tout simplement parce qu'on doit nous payer un peu plus que le... Bon, c'est assez demandé pourquoi les sénateurs gagnent plus que les députés. Pourquoi? Qu'on se pose la question, comment est structuré le Sénat, comment est structurée l'Assemblée? Allez-y, entrez dans l'hémicycle, là où se réunissent les députés, les députés nationaux et les sénateurs. Vous voyez, il y a une certaine différence quant à la gestion des espaces. Je crois qu'il y a de choses à redire, mais ça ne fait pas l'objet de... Oui, ça fait toujours... Je vais rebondir, Serge, je prends Élisée qui couvre le Sénat. Est-ce qu'il y a une différence nette entre la gestion du Sénat et la gestion de l'Assemblée nationale? Gestion en interne, c'est vrai. Vous qui allez, vous sentez déjà une nette différence? Je sens sur la forme, oui. Il faut dire que les sénateurs sont très respectueux de l'heure. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Rien à dire, tu sens que ce sont des personnes assez responsables qui aiment travailler et qui, quand ils se décident de travailler, ils y vont à fond. Mais je crois que j'ai eu à assister, quand le président de la République a eu à renvoyer le budget pour seconde lecture, j'ai eu à assister quand même au débat au niveau du Sénat. Alors, il y a eu ce problème-là, où au niveau de l'Assemblée nationale, on a décidé de la réduction du budget alloué au Sénat. Pourquoi? Et ça a créé de remous. Je me rappelle de cette plénière, je crois que c'était l'une des dernières plénières au Sénat, et les sénateurs n'étaient pas d'accord. Ils ont eu à trouver d'autres moyens parce que le chef de l'État demanda c'est qu'on puisse rajouter un peu plus pour la défense et FRDC. Et quand, dans leurs calculs, les députés nationaux se sont arrangés pour diminuer l'allocation au niveau du Sénat, comme quoi les sénateurs gagnaient un peu plus. Et les sénateurs n'avaient pas vu ça d'un bon oeil, d'autant plus qu'il y avait d'autres secteurs qu'on pouvait toucher, réduire. Et surtout, pourquoi seulement réduire? D'autant plus qu'ils sont tous de parlementaires. Alors, vous dire exactement... ce que touche un sénateur, je ne saurais pas. Exactement, ce que touche un député, ça on sait, ça varie 6 000, mais je ne saurais pas. Mais la question, c'est vrai, fait l'objet des débats, des vives tensions entre les deux chambres du Parlement. Paulette, je voulais continuer en disant que l'honorable député puisse adresser cette motion de censure à l'endroit du gouvernement. Bon. Il a ses raisons. J'aimerais bien l'interviewer pour savoir ses motivations. Mais je pense que c'est un peu une démarche un tout petit peu accélérée. Parce qu'il pouvait procéder par question orale, une interpellation. Le gouvernement est aphone. Le gouvernement ne communique pas. Mais qu'est-ce que les députés nationaux qui sont grassement payés, comparé à l'ensemble de la population de fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour amener le gouvernement, le membre du gouvernement, à communiquer? Il n'a pas qu'à mettre tout cela au passif du gouvernement. Qu'est-ce que leur travail, c'est lequel? Produire des lois, oui, mais bien sûr, contrôler aussi le fonctionnement de l'exécutif. Est-ce qu'ils l'ont fait? Pendant les vacances parlementaires, ils ont été où? À Washington, à Paris, à Londres, un peu partout, très peu dans leur circonscription électorale. Donc, il y a un problème. Cette matata pogno est de la majorité, le gouvernement est de la majorité. La motion l'Assemblée nationale est de la majorité. La majorité. La motion vient de l'UNC, parti affilié à l'opposition. Que cela passe. Pour une fois, ils se sont rétractés, mais que cela passe. Et si jamais demain, je dis si jamais, je rêve que cette motion aboutissait, un peu selon ta lecture de tout à l'heure, ça signifierait que l'UNC ne jouerait que à l'épouvantail, mais le vrai commanditaire, le vrai mécontent du pouvoir actuel se retrouverait du côté des Matata Pogno, du côté de sa famille politique. Alors là, moi j'en appelle à l'honnêteté des politiciens congolais. Ça, je parlais du côté Assemblée nationale, député, mais je pouvais aussi parler du côté gouvernement. John Mengila, on a vu l'embroglio qu'il y a eu avec cette motion de censure. On cherche les signatures, on retire la motion, puis on remet la motion en marche. Qu'est-ce qui se passe? On ne parvient pas à avoir les 125 signatures ou... Vous savez, quand il y a une motion, vous avez la suite une motion de événements? défiance ou de censure contre un ministre ou le Premier ministre,
Pour un ministre, c'est la motion de défiance. Pour le gouvernement, c'est motion de censure. Il y a toujours des agitations au niveau, non seulement de l'Assemblée, mais au niveau des camps politiques ou des états-majors politiques. Et je voulais dire à M. Serge Nseka que Bitakura Mayo n'est pas allé, n'a pas précipité les étapes. Hein, ça dépend, il a suivi la procédure normale. Ça dépend de la portée ou de l'importance de la matière. Pour une question liée, par exemple, au marché de Kingasani ou à la salubrité, on ne va quand même pas initier une motion de défiance ou de censure. Mais pour une question si importante liée à la gestion, s'il y a eu des détournements, s'il y a eu accent, par exemple, le social et tout ça. Là, on ne peut pas partir d'une question d'interpellation. Okay. Et donc, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce point-là. Mais dire... Non, on ne se met pas d'accord. Chacun a son point de vue, c'est ça, ouais, presque. Oui. Mais dire qu'aujourd'hui, par rapport à la question que vous m'avez posée, si, je crois que j'ai perdu le fil d'idée avec... Pourquoi tout ce revirement, on retire, on cherche les signatures, on retire la motion, on remet la motion en marche? Vous avez lu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il faudrait que la motion puisse recueillir au moins 125 signatures. Je crois que ça a été fait et il n'y a pas eu que des députés de l'opposition qui ont apposé la signature. On a aussi vu la signature d'autres députés de la majorité. Une question que je pose aussi à Élisée, est-ce que quand on appose déjà sa signature sur un document, est-ce qu'on peut la retirer? Oui, on a le droit. C'est sa signature. Hein? Tu peux les membres de la majorité mais qui ont apposé la signature, on retire. Mais le problème, c'est quoi? Comme Serge Nseka a essayé un peu de fleurer la vraie question qui se passe ou le vrai débat autour de cette motion. C'est une motion qui part d'un député de l'opposition qui, curieusement, arrive à recueillir un bon nombre de signatures venant de la majorité. Il y a un problème au sein de la majorité. Ceux qui veulent ne plus voir Matata de la majorité, dans le gouvernement, ne sont pas à chercher ailleurs. Donc, ils sont dans la majorité. Là, c'est un problème de la majorité. C'est en interne qu'il y a déjà un problème. Alors, moi, je trouve de l'autre côté que la majorité est plurielle aussi. Oui, mais moi, je trouve que c'est déjà, à mon avis, c'est une bonne chose, une bonne leçon. Parce que pourquoi, il y a quelques mois, quelques années, je crois, Gizenga 1, Gizenga 2, Muzito, on a toujours parlé de cette majorité assez mécanique, qui dit amen à tout ce que le leader dit, qui dit oui, des bénis, oui, oui. Maintenant, là, depuis quelque temps, peut-être en partant de... On a vu l'expérience avec les élections dans le Bas-Congo, Kisangani, où les gens refusaient de suivre le mot d'ordre. On commence à avoir une majorité qui se libère, qui veut donner son opinion, même si c'est en devant, même si, au fond, on sait qu'il y a une guerre, une lutte de leadership, lutte de pouvoir, mais on sent de plus en plus des gens qui commence à hausser le ton et dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je continue. Mais c'est tout ça aussi le problème qu'on est en train de régler. La majorité est plurielle, donc il y a guerre. Je voulais compléter pour dire que, vous savez, la nomination de Matata Ponyo comme chef du gouvernement a surpris tout le monde. Même nous, journalistes, on ne s'attendait pas à Matata Ponyo Premier ministre. Ça a surpris tout le monde. Et Matata Ponyo, quand il crée son équipe gouvernementale, ça a créé des frustrations. Parce qu'il n'a pas mis les chefs des partis politiques. Parce que d'habitude, quand ici il faut mettre en place un gouvernement, il y a des recommandations qui viennent de part et d'autre. Chacun envoie son pion, mettez celui-ci ministre à tel endroit. Mais Matata Ponyo n'a pas pu. Il a créé son gouvernement, il a choisi les membres de son gouvernement de manière volontaire et sans toutefois tenir compte des recommandations. C'est ce qui est à la base aujourd'hui. Vous le savez, je crois que ça ne se dit pas, mais il y a des frustrations au sein de la majorité présidentielle. Et donc, s'il y a eu des signatures de députés de la majorité sur ces documents de l'honorable Mayo, ce n'est pas par rapport à ce qu'on reproche Matata Ponyo sur cette motion, mais c'est par rapport, c'est un règlement de compte en quelque sorte qu'on voulait faire. Une motion de censure, c'est une sorte de punition en quelque sorte, une sorte de rappel à l'ordre. Paulette Kimontou, j'allais dire deux, trois choses. D'abord, aujourd'hui, cette motion voudrait sanctionner l'action du gouvernement, j'allais dire Muzito, Matata. C'est-à-dire que ces gouvernements n'ont pas été, selon l'avis de l'auteur de la motion, à la hauteur des attentes des députés et de la population. Mais je reviens à ma question. Qu'est-ce que cette Assemblée a fait pour amener ce gouvernement à jouer son rôle? S'il te plaît, Serge, je voulais te compléter par rapport à ce que l'Assemblée a fait. Au début de cette session, il y a eu des députés qui se sont levés
pour dénoncer la manière dont les débats est menés au niveau de l'Assemblée. Il y a eu des interpellations. Qui n'ont pas été retenus. C'est là où je reviens, je rejoins mon ami de couleur pour dire qu'il y a un problème aussi dans le chef du président de l'Assemblée nationale. Il y a eu des interpellations. Pourquoi on n'a jamais traité de cela? Pourquoi quand il y a une interpellation à l'endroit d'un ministre, il faut toujours chercher des voies et moyens pour qu'il ne vienne pas? Alors, il y a aussi un problème au niveau de la manière dont la direction ou dont l'Assemblée nationale est gérée à ce niveau-là. Il faut dire que Aubin Minakou ne fait voilà, ça c'est un élément important qui nous montre qu'à un certain moment, donc qui me conforte dans ma conviction que l'Assemblée nationale n'a pas fait son travail pour aider ce gouvernement à jouer son rôle. Des exercices tels que question orale, interpellation pouvaient booster le gouvernement, l'amener à changer, à recadrer, et c'est ça ne s'est pas fait. Élysée cite ici la responsabilité du président de l'Assemblée, mais qu'on soit conséquent. On n'a pas besoin d'une majorité qui hier était aujourd'hui hypocrite. Qu'on ait besoin de l'opposition pour régler ses comptes à quelqu'un de la famille politique. Que cette majorité puisse prendre ses responsabilités. Mais oui, mais s'il y a des gens de la majorité qui se sont ralliés, je ne pense pas que le tout soit de l'UNC ou de l'opposition, le 125. Donc, qu'il soit conséquent, cette majorité-là. Mais ils sont des élus nationaux. Serge Nsette a dit quelque chose de fort. Il a dit que la majorité aujourd'hui est hypocrite. Donc, on a utilisé Mayo simplement pour faire passer le message. Ils ont peur de s'afficher. Le membre de la majorité ont peur de s'afficher. Moi, je ne crois pas. Si il fallait utiliser Mayo pour régler les comptes à Mozito, à Matata, nous savons, on a vu, prenons l'exemple simple, avec les pourparlers de Kampala, on a vu des députés de l'opposition qui ont été utilisés, c'est clair. Hein, il ne faut pas se voiler la face, on ne peut pas utiliser Mayo. Si il fallait utiliser un député de l'opposition, je crois que Mayo n'est pas mieux placé. Mais je voulais dire une chose. Vous vous rappellerez quand il y a eu consultation de partis politiques en prélude de cartes de concertation de dialogue, c'est Obochab qui a commencé. Et quelques jours après, on a vu Aubin Minakou réapparaître, remettre des choses en ordre. Moi, j'ai suivi sa conférence de presse. Même son attitude nous renseignait sur quelque chose. Vous voyez. Alors, on a vu Aubin Minakou qui voulait, qui à un moment donné a eu comme l'impression qu'il y a certains éléments qui lui échappaient. Il voulait récupérer. Mais on ne le sent pas en tant que président de l'Assemblée nationale prendre ses responsabilités. Regardez Aubin Minakou devant Matata Ponyo, on a comme l'impression que c'est le chef du gouvernement qui a une préséance au-dessus du président de l'Assemblée nationale. On a encore vu ça, cette même erreur, quand il fallait envoyer une délégation au pourparlers de Kampala. C'est-à-dire les députés nationaux devraient être conduits par Raymond Tshibanda. C'est que les députés de l'opposition n'ont pas pu accepter et tolérer. Et donc ce sont des erreurs graves qui se commettent au vu et au su d'Aubin Minakou qui ne fait absolument rien. Et je crois qu'il doit, je l'ai dit ici, il doit prendre ses responsabilités. Je partage le point de vue de ma collègue. Oui, en quelques mots, on a analysé cette motion du point de vue de l'Assemblée nationale, mais j'allais placer avec ta permission, Paulette, un mot en rapport avec le gouvernement. Le gouvernement, Matata a été mis en place à la fin du gouvernement Mozito où tout le monde criait les sociales. Le président lui-même est intervenu pour dire que ces septennats devaient être regardés un peu plus du côté du social. Matata Ponyo est arrivé, c'était le macroéconomie, les stabilisations monétaires, relations avec les institutions, les partenaires dans les institutions de Bretton Woods. Malheureusement pour lui, le programme, le PEC 2 a été cassé avec le Fonds monétaire international. Lui qui est arrivé en faveur c'est-à-dire d'une grande aura, soi-disant, c'est l'homme de Fonds monétaire international de la Banque mondiale, c'était un démenti. Sur le plan interne, le gouvernement essaie de nous montrer qu'il y a des efforts qui ont été faits. La bancarisation, l'État fait des bénéfices, même si cela ne s'est pas ressenti sur le budget national. Mais d'autre part, il y a le rapport sur l'indice de développement humain qui nous classe le dernier. C'est-à-dire, cela tombe comme un coup près, comme un démenti formel qui rejoint, je crois justement, qui rejoindrait
je crois, les préoccupations de motionnaires pour dire que le gouvernement, à ses propres yeux, a fait beaucoup d'efforts, mais aux yeux de la population et des observateurs, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Je donne deux chiffres, excusez-moi, il ne faut pas aussi trop taper dessus sur le pauvre Matata qui a pris ce pays, tout le monde en sait dans quelles conditions il a pris la gestion, il fallait être un homme pour essayer de prendre des pays dans de telles circonstances. Je vous donne un chiffre de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui dit il faudrait que la RDC sur la bonne voie, il faudrait continuer avec des réformes. Avec la même croissance, parce qu'aujourd'hui notre croissance est à 7,2%, avec la même croissance, avec la poursuite de réformes, il faudrait 30 ans, 26 ans pour qu'on atteigne le niveau de revenu moyen de l'Érythrée. Donc, vous savez, on n'est qu'au début avec les différentes réformes de l'Érythrée qui est dans les 330. Je peux aller jusqu'au Niger qui est dans les $300. Vous imaginez? Il faut 26 ans. Alors, il faudrait bien commencer quelque part. Alors, au lieu de passer notre temps, c'est vrai, le gouvernement doit s'expliquer. Le gouvernement doit être contrôlé. Mais il ne faut pas aussi mettre de côté les efforts qui sont en train d'être fournis. Il a osé commencer avec les réformes. Il a osé. C'est le seul gouvernement qui a osé commencer avec des réformes. Il y avait plus de 117 de taxes barrières, je ne sais pas, ça se réduit en année à 55. On poursuit les efforts. Et il ne faut pas qu'on puisse avoir des discours assez démagogiques. Il ne faut pas dire aux Congolais, ça y est, votre vie va être reluisante du jour au lendemain. Non, ça, c'est faux. Non, même pas 26 ans. Mais il faut déjà commencer. C'est sûr, avec toi et moi. On travaille pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Alors, il faut que ce discours-là passe. C'est vrai qu'il y a des choses à dire. Je pense que nous sommes en train de faire un débat entre journalistes, pas politique. Non, on parle de faits, voilà. Élysée, je ne prends position ni pour la banque, le partenaire, ni pour le gouvernement. Je me dis, à l'interne, le gouvernement est en train de nous démontrer, c'est ce que tu es en train de dire, et qu'on a une croissance à 6%. Mais parlons-en de cette croissance. Ça se ressent sur quoi? On a l'impression qu'on vit... Mais le mal était tellement profond que même... Mais laissez-moi terminer. Mais alors, il ne faut pas montrer comme si tout allait bien. On peint un tableau où tout est parfait. J'en appelle encore, moi, à la sincérité de nos dirigeants, de membres, de messieurs et dames de l'exécutif national, qu'on nous dise la réalité. Quand on nous parle de la maîtrise du cadre macroéconomique, quand on nous parle des croissances à 6%, et dans les 30 ans, j'ai suivi le directeur pays de la Banque mondiale qui a fait un discours fantastique à l'université de Kinshasa, la RDC qui tourne le dos aux années perdues. Certes, il y a un effort, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. On est encore loin parce que je ne pense pas que sur les 187 pays répertoriés, que nous soyons les 106e, nous disions que c'est contre la RDC. Ok. Je ne pense pas. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Je sais que nous allons prendre le deuxième thème, c'est la résolution 2098 des Nations Unies. Comme vous le savez, on a créé cette brigade qu'on attendait de tous nos voeux, la brigade d'intervention. Alors pour vous, Élysée Odia, cela changera quoi sur le terrain? J'ai à la fois peur, je me dis, il ne faut pas qu'on crie tout de suite, trop rapidement, victoire. Je l'ai dit, quand on a eu à signer les accords d'Addis Abeba, vous savez, la situation dans l'Est connaît tellement de rebondissements qu'à la fois, c'est vrai, on peut se réjouir, on se dit, tiens, enfin, on a la communauté internationale de l'autre côté. Mais de l'autre côté, on se dit, mais tiens, restons prudents, parce que l'arrivée de cette brigade d'ici le 30 avril ne signifie pas la fin des problèmes dans la partie est du pays. Et c'est là où moi je me dis qu'il est temps plus pour le gouvernement d'essayer, des autorités congolaises, des politiques congolais d'essayer de capitaliser cet acquis-là. Et pourquoi pas ne pas revenir à cette fameuse concertation dont on nous a parlé. C'est vrai, c'est une victoire diplomatique. Madame Bangoura, c'est une femme que j'ai appréciée pendant que la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée des violences sexuelles est venue ici. Elle a fait le tour dans l'est du pays. Elle a dit, c'est vrai, la communauté internationale va assister la RDC, mais de l'autre côté, la RDC doit travailler.
pour que la paix revienne dans son pays. C'est bien, aujourd'hui, on a la communauté internationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, le M23 n'a plus le soutien qu'il avait. Mais nous, en interne, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. J'ai toujours dénoncé un peu le spectative souvent de nos autorités. C'est un peu à l'image de notre équipe de football. Hein. Quand on marque un but, ça y est, puis on regarde, et puis après, tiens, on va nous en mettre un, et puis deux, et puis trois, et puis on perd le match comme ça. Ça. Alors, Élysée a déjà mis le pied dedans sur le M23. Le M23 accuse l'ONU de trahison et menace de répondre à la guerre. Pourquoi? C'est l'un des aspects des Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies n'agit pas, ne vient pas dans un conflit armé encourager les deux parties à faire la guerre. Il est là pour créer des conditions de manière à ce que les deux parties puissent se mettre ensemble. Il encourage beaucoup plus de voix pacifiques. On parle beaucoup plus de consensus entre les deux parties. C'est ce qui s'est passé à Kampala. Vous savez, les Nations Unies a demandé à la RDC de se référer à la CIRGL pour se plier à la décision du chef d'État de la CIRGL pour résoudre le problème qui s'est posé avec les M23. C'est pourquoi nous sommes allés pour parler des Kampala. Et les M23 se réfèrent, n'est-ce pas, à ces pourparlers parce que là, il est écouté. À la trahison? Pourquoi le M23 crie à la trahison? Il y a trahison parce que les Nations Unies, bon, je crois que ce n'est pas vraiment une trahison, parce qu'il y a un autre aspect qui autorise, le chapitre 7, qui autorise les Nations Unies à utiliser, à réprimer toute rébellion ou tout mouvement qui est comparable au terrorisme. Et je crois qu'aujourd'hui, le M23 est considéré comme une force négative. Et quand la brigade d'intervention vient pour traquer toutes les forces négatives, cette brigade traquera le M23. Donc le M23 se sent concerné. Et je crois qu'il est dans l'obligation, dans le devoir de rappeler la meilleure défense, c'est l'attaque. Aux Nations Unies que voilà, vous nous avez demandé d'aller parler avec Kinshasa ou Kampala. Vous nous avez demandé qu'on dise une revendication légitime à Kinshasa. Nous sommes encore en train de négocier. Ça n'a pas encore terminé, mais vous envoyez encore une brigade pour venir nous traquer. Je crois que c'est une violation et je crois que ils ont peut-être raison, peut-être pas, mais je crois qu'ils doivent s'adapter à la réalité. Ils ne doivent pas rester par rapport aux décisions antérieures. Ils doivent s'adapter à la réalité. Le ministre de la Communication a dit que le M23 est appelé à s'éteindre. Vous pensez que le M23 se laisserait facilement éteindre comme ça? Je pense qu'on n'a pas besoin de l'autorisation de M23 pour le pousser à la disparition. Celui qui se sent morveux, c'est mouche, dit-on. Il y a une brigade combattante qui va être mise sur pied en République démocratique du Congo sous commandement des Nations Unies. Pourquoi les M23 gesticulent? C'est comme si il y avait un arrangement tacite entre les M23 et certaines autorités pour qu'ils existent. On ne veut pas de la guerre à l'Est. On ne veut pas de ces mouvements. On a besoin d'un débat politique, de la concertation nationale que nous appelons de tous nos voeux, de la discussion pour qu'on puisse dégager un mode de gouvernance qui puisse aider au développement du pays. Ils s'agitent pourquoi? Parce qu'ils se sentent, parce qu'ils ne sont pas le seul groupe armé en République démocratique du Congo, M23, Raila Mutombo, Katakatanga. Pourquoi les autres ne réagissent pas? Parce que quelque part, quand on a fait de la guerre son fonds de commerce, on a compris que chaque fois qu'on prendrait des armes, on ne serait pas inquiété. Il n'y a aucune force devant nous qui pourra venir s'interposer pour nous chasser. Et là, pour une fois, ils se sentent en danger, ils gesticulent. Je pense que c'est des bonnes guerres. Mais aussi, il faudrait dire que c'est arrivé un peu tard de la part des Nations Unies. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, c'est presque $1 million jour. Faites multiplié par le nombre d'années, de jours et d'années, vous trouverez combien cette mission a coûté. Mais pour quel résultat? Parce qu'au Mali, il y a eu les amis du Nord là qui ont cassé Tombouctou, qui ont pris tout le Nord, mais là, il a fallu l'intervention des forces françaises. Je crois en une semaine, la situation était presque maîtrisée. J'ai dit presque maîtrisée. Donc, il y en a qui ne comprennent que le langage de la violence. Il faut opposer, je crois, à leur action la même logique, et pour un temps soit peut commencer à assurer la paix. Et je pense que là, on pourra... Où on en est maintenant avec les accords de Kampala, les négociations de Kampala? C'est fini? On attend
passer J'ai dans essayé les de oubliettes. contacter au cours de la semaine, j'ai eu à parler avec quelqu'un qui était à Kampala. Je lui ai dit, mais tiens, on attend la restitution de Kampala, qu'est-ce qu'il en est? Parce que vous étiez là-bas, il me dira, ben non, on attend le président qui doit nous signifier, on ne peut pas parler comme ça, c'est quoi la suite? Donc, Ils sont toujours à Kampala? curieusement, Ils sont toujours à Kampala? ils ont été rappelés, les rappelés? personnels politiques, techniques, comme on le dit, comme on les a présentés, ont été rappelés ici. Qu'est-ce qu'il en est de Kampala? J'ai toujours dit que Kampala a été une perte de temps, d'énergie et d'argent qui, au finish, n'a rien apporté à la population. Mais je crois, comme certains également, que Kampala était une nécessité quand même, compte tenu de contraintes sur le plan international, au niveau sous-régional. Il fallait arriver, comme certains le font croire et dire, je crois qu'ils ont quand même aussi raison, arriver jusqu'au bout de la logique que le Rwanda voulait nous faire imposer. Dire il fallait vraiment qu'il y ait aussi Kampala. Mais Kampala de cette façon, non, il fallait créer des garde-fous. Nous allons vraiment terminer. On nous signale. Oui, vous avez un mot? Je voulais y ajouter quelque chose parce que Kampala nous a aidé à résoudre le problème parce que s'il n'y avait pas Kampala, Goma serait toujours occupé par l'M23. Il fallait une solution provisoire, c'est pourquoi on a créé Kampala. Aujourd'hui, ça n'a plus sa raison d'être. Je crois que... Nous allons prendre maintenant le tout dernier thème, c'est le bilan de mois de la femme. Élisée a tenu à ce qu'on en parle. Alors, quel est le bilan que vous faites de ce mois? Comment vous avez trouvé les activités de ce mois? Parce qu'il y a eu trop de restrictions, on devait penser autrement par rapport à ce mois de la femme. Et Élisée Odiak, je crois que j'étais parmi les premières personnes à saluer la décision de Madame la ministre qu'il n'y ait pas de défilé, qu'il n'y ait pas d'impression de paille officielle. Quand j'ai apprécié cette décision, je m'attendais peut-être à beaucoup plus pendant l'organisation, lors des organisations des activités. Mais je trouvais qu'on a été buté, c'était trop limité. On n'a pas abordé les questions des fonds qui touchent à la gente féminine. Moi, j'ai suivi peut-être les différents éléments, les différentes activités de Madame la ministre ou des différentes associations. C'était, tiens, tous sensibiliser, non, pour le port de pagne. Mais c'est pas ça le problème de la fille, c'est pas ça le problème de la femme. Le problème, c'est l'accent était... C'était plus ça, c'était pas ça. D'avoir mis l'accent que à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai vu le thème de l'année, c'était apaisanté sur les violences sexuelles dans la partie Est, mais elle n'y est pas allée. Pas l'Est, c'était pas les violences dans l'Est, mais les violences sexuelles sur les femmes. Et on sait que la partie la plus touchée, c'est l'Est. Elle n'y a pas mis des pieds. On a vu les actrices américaines venir faire un tour là-bas. On a vu, j'ai parlé tout à l'heure de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles qui est allée là-bas. La ministre s'est limitée à sensibiliser sur les violences ici à Kinshasa. Non, je crois qu'à Kinshasa, les mots qui touchent aux femmes sont autres que celles qu'elle a voulu nous dire. Pas de port de pain de sang, on le savait. Le mal est plus profond de cela. On n'aborde pas les questions sur la sexualité. Qu'est-ce qu'il en est des jeunes filles? Il y a un nombre de plus en plus élevé des filles mères. Comment sensibiliser ces gens? Il y a un nombre de plus en plus élevé des femmes qui meurent par l'accouchement. Il n'y a pas eu, sur ces questions-là qui touchent à la gente féminine, qui touchent réellement à la femme. On avait l'impression que c'était seulement un combat pour expliquer le port de pagne. Oui, je crois que c'est l'impression que ça m'a donné, juste pour expliquer pourquoi on a interdit les pagnes. Je crois qu'il fallait qu'on aille un peu plus au-delà de ça. John Lungila, quelques mots, et Serge, je ne sais quel le bilan que vous avez fait. Je n'ai pas trop à dire par rapport à cela, parce que durant tout le mois de mars, on a assisté à une campagne contre le port de pagne, mais je crois que Madame la ministre du genre doit vraiment beaucoup plus nous convaincre, parce que moi personnellement jusque-là elle ne m'a pas encore convaincu par rapport à sa politique. Elle a succédé à une femme qui était si forte et dynamique, qui a fait beaucoup de choses par rapport à la femme congolaise, et je crois que j'ai assisté à une cérémonie très importante de lancement d'une ONG, Asbel Téléphone Vert, qui permet aux femmes violées d'appeler pour dénoncer. Malheureusement, elle n'était pas là, elle n'a pas répondu à l'invitation. Moi, j'étais là comme journaliste, mais j'ai vraiment regretté parce que l'initiative était de l'ambassade d'Espagne. Mais je crois que Congo, comme en tant qu'État, devait, n'est-ce pas, récupérer cette situation et, n'est-ce pas, l'encourager et voir comment on peut aller au-delà
de ces téléphones verts, on peut aller au-delà de cette initiative. Malheureusement, ça n'a pas Je ne sais été. qu'en quelques minutes, votre Voilà, bilan. chapeau bas à Geneviève Inagossi, excellence et consorts, pour cette décision. Pour une fois, le côté folklorique et business est lié au 8 mars, on ne l'a pas vu. Hein, fini l'époque où on devait amener des pannes dans les entreprises, payer sur les dos des contribuables. de contribuables. Non, non, non. C'était l'aspect business et folklorique. Mais c'est que je regrettais d'autre part, parce que la décision de la ministre s'accompagnait des propositions qu'on affecte les fonds qui devaient être consacrés à l'achat des pannes à des activités de renforcement des capacités de la femme. Ça, on n'a pas vu. Ici, on ne fait pas l'apologie des personnes. On doit encourager des idées. Ça, c'est une avancée. Il y a des problèmes sérieux d'éducation sexuelle. Combien de jeunes filles qui se font avorter ici à Kinshasa dans des conditions très... Combien de filles qui deviennent mères, Élisée l'a dit. Il y a des problèmes, ça va au-delà des personnes. Je pense que nous devons voir Congo, nous devons voir l'avenir de notre pays, et s'il y a quelque chose, qu'on le reconnaisse. Hein, chacun apporte sa pierre à la construction. Encourageons Geneviève Inagossi, excellence, dans ce qu'elle fait, mais amenons des propositions. On doit aujourd'hui, moi je suis convaincu, aider au renforcement des capacités de la jeune fille en termes de formation, en termes d'opportunités, en termes d'accompagnement. Et ainsi, ce mois de mars aura des sens par rapport à la femme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci vraiment à Élisée Odia d'avoir accepté de participer. Merci à John Lungila de Couleur Télévision et à Serge Nseka de Congo Web Télévision qui présente aussi son émission Point de rencontre et rendez-vous des Quinois. Rendez-vous des Quinois, que je suis souvent, que vous recevez des Quinois qui font des fois des propositions assez intéressantes. Je t'invite, si tu as le temps, tu passes. Voilà, merci à Élisée Odia, comme je le dis souvent, c'est la voix de Congo Web Télévision. Merci aussi à Maïlo d'avoir assuré la prise de vue et à Maurice Gigandou pour la restitution, donc pour la régie finale. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, le mercredi prochain pour notre magazine Web Presse et nous traiterons bien sûr d'autres sujets d'actualité. Restez fidèles au programme de Congo Web Télévision, la télévision haute définition.